Oui, situation elle est effectivement plutôt catastrophique dans notre pays, mais pas seulement, hein, en Europe également. Et je voudrais moi parler un petit peu des pollutions diffuses qui sont liées à l'activité agricole. Alors, j'ai sous les yeux, vous ne pouvez pas le voir malheureusement pour vous, mais par exemple l'évolution des teneurs en nitrate dans la nappe de Beauce. Alors la nappe de Beauce, c'est quand même une nappe qui est emblématique, elle est très puissante, il y a beaucoup d'eau, et bien dans la nappe de Beauce, le taux de croissance en nitrate, c'est de l'ordre de 1 mg par litre et par an depuis peut-être 30 ou 40 ans. Donc on ne peut pas dire que là les efforts portent leurs fruits, ou même on pourrait dire qu'il n'y a même pas d'efforts. Alors c'est tellement catastrophique cette affaire que dans la nappe de Beauce et dans l'eau de la nappe de Beauce, il y a 1 million de tonnes de nitrate. Alors évidemment, cette nappe, elle se vidange et une partie de l'eau retourne dans la Loire, bien sûr, principalement, et aussi dans la Seine. Et donc tout ça, ça va aller alimenter tous les problèmes que l'on a, mais aussi les problèmes de marée verte, par exemple. Donc, pour caractériser la pollution par les nitrates, il y a ce qu'on appelle la directive nitrate, et il y a des cartes, la carte de France de la directive nitrate, et là on constate quelque chose qui est assez catastrophique dans la mesure où on a une généralisation. Alors, les zones vulnérables à la pollution par les nitrates sont définies à partir du moment où on a quelque chose qui se situe au-dessus de 50 mg par litre de nitrate, ou éventuellement entre 40 et 50 avec des évolutions de l'ordre de mg par litre et par an, et puis aussi avec des eaux superficielles qui peuvent être eutrophes du fait de la présence de nitrates. Alors, ces nitrates en question, eh bien, quand on essaye de caractériser les quantités qui arrivent à la mer, par exemple, et là je vous montre un diagramme qui est extrait d'un rapport du CGEDD à partir des statistiques de l'ancien IFEN, c'est l'évolution du flux d'azote lié au nitrate en océan Atlantique. C'est un travail qui est réalisé dans le cadre de OSPAR. Je ne vous dis pas ce que c'est OSPAR, mais vous avez la même chose sur la façade nord, parce que là c'est la façade atlantique, et puis aussi ce qu'on appelle Medpol sur la façade méditerranéenne. Et là vous allez constater que les parties qui sont en bleu foncé, qui sont constituées par Loire, Garonne et tributaires, c'est-à-dire petites rivières, eh bien représentent des choses qui peuvent être importantes, c'est-à-dire... Ça marche. Moi ce que je voulais savoir, c'est ça. Comment déstabiliser un intervenant? Et donc, vous voyez ces évolutions et surtout le trait qui est en bleu, donc sur la partie haute, ça c'est le débit cumulé représenté en année, en journée par exemple. Si vous multipliez ça par 365, vous aurez la lame d'eau qui aura été écoulée sur la façade atlantique. Et donc vous constatez que les chiffres peuvent être importants de nitrate, par exemple c'est autour de 500 tonnes par an, 500 000 tonnes par an en 99 ou 2000, alors que les débits sont importants, c'est-à-dire la d'eau écoulée importante, c'est plus faible sur l'année 2009 par exemple, hein, où là on voit bien que les débits ont tendance à diminuer. Donc quand on cumule tout, par exemple sur 2007, on arrive à près de 500 000 tonnes, et ces 500 000 tonnes, eh bien, au fond, résultent de l'activité agricole à peu près de l'ordre de 80%. Les autres contributions urbaines et industrielles allant vers une diminution dans la mesure où eh bien, des stations de traitement éliminent l'azote dans les stations d'épuration d'eau usée, par exemple. Donc, question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a une réduction au fond des quantités utilisées? Et un certain nombre d'études montrent qu'il y a une variabilité annuelle ou interannuelle, mais en fait, selon certaines régions, les quantités continuent à augmenter. Et j'ai des documents, par exemple, qui vont de 2000 jusqu'à 2005, qui montrent nettement une augmentation, alors qui est relativement faible, et une diversité, par exemple, sur le bassin de la Loire, entre différentes régions. La région verte, naturellement, ce n'est pas les mêmes quantités utilisées qu'en région centre ou en Poitou-Charentes. Alors, ceci étant dit, les inconvénients graves des nitrates. Alors, on va trouver déjà, alors pas seulement avec les nitrates, mais en
concertation, si j'ai envie de dire, avec le phosphore, eh bien l'eutrophisation des eaux, des problèmes qui peuvent être extrêmement importants, et en particulier au niveau biologique dans les rivières, eh bien vous avez, à partir du moment où vous favorisez l'azote par rapport à la silice, eh bien, vous favorisez le développement d'algues filamenteuses au détriment des diatomées. Et les diatomées sont bien connus pour favoriser l'architecture biologique, disons, des poissons notamment. Donc ça, c'est un premier effet. Un deuxième effet qui est aussi important, c'est l'abandon des captages, c'est-à-dire quand il y a trop de contamination en nitrate, mais également aussi en phyto. Et là, j'ai des chiffres, par exemple, sur le bassin Seine-Normandie, entre 1993 et 2002, il y avait 259 captages qui ont été abandonnés pour des questions liées à la contamination nitrate et 83 pour les pesticides. Et il arrive parfois que, et souvent même, que souvent, c'est la même chose. Alors, donc, il y a ce qu'on appelle les zones vulnérables, la directive nitrate et son efficacité redoutable, puisqu'on est dans cette situation. Et donc, la Commission européenne est intervenue auprès de la France pour, disons, exiger qu'il y ait un meilleur traitement. Et donc, la France a répondu qu'elle engageait une vaste réforme. Alors en fait, quand on regarde les programmes d'action nitrate qui ont été développés précédemment, eh bien, on constate que les 5e programmes qui seront régis par cette nouvelle directive ou ce nouveaux arrêtés, ça va ressembler fortement à ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, et on peut tabler sur une inefficacité et donc sur une situation qui va perdurer. Donc, une fois de plus, on constate qu'on ne prend pas cette chose-là très très au sérieux. Alors, effectivement, on a communiqué au niveau de France Nature Environnement sur ces questions, mais qu'est-ce que ça change? Alors, ceci étant dit, comme ça ne suffit pas, voici la carte des zones vulnérables en France, aux pollutions nitrates agricoles. Vous voyez, il y a les parties jaunes, puis vous avez les ellipses. Eh bien, la Commission européenne nous interpelle sur le fait qu'un certain nombre de zones en France n'ont pas été inscrites zones vulnérables. Alors, par exemple, je connais, moi, une zone assez bien qui est la zone située à cheval sur le bassin Adour-Garonne et sur le bassin Seine-Normandie, où là, vous voyez maintenant dans les champs, dans l'herbe cultivée, eh bien, vous voyez des dépôts d'engrais qui peuvent faire jusqu'à 30 ou 40 tonnes. Donc on a un glissement, et ce glissement, en fait, n'a pas échappé à la Commission européenne, qui demande à la France de réexaminer tout ça. Alors, ceci étant dit, quand on parle des pollutions diffuses, quand on parle des désagréments qui résultent, eh bien, il y a aussi autre chose, c'est les produits phyto. Et par exemple, je vous présente l'évolution des tonnages vendus de 2002 à 2010. Et vous allez constater que ça diminue. Alors ça diminue, mais on sait bien aussi qu'il y a des changements de molécules qui fait que l'indicateur quantité n'est pas représentatif complètement de l'indicateur toxicité, et il faut aller beaucoup plus loin pour se faire des idées plus précises. Alors ceci étant dit, il y a un autre élément important qui est l'élément d'argent. Ça, c'est le chiffre d'affaires de la métropole des produits phyto. Et ça, c'est exprimé en millions d'euros. Donc, vous avez quelque chose qui se balade vers les 2 milliards d'euros. Alors, certaines années, c'est plus, certaines années, c'est moins. Et donc, premier sujet de réflexion extrêmement important par rapport à ce problème, c'est comment le plan éco-phyto qui annonce, alors plan éco-phyto Grenelle de l'environnement, qui annonce qu'on doit réduire de 50% en 2018, comment un tel plan peut-il convenir à une industrie qui est l'industrie chimique de la production, de la distribution, qui pourrait effectivement traiter un chiffre d'affaires qui pourrait diminuer d'une manière conséquente. Et là, on ne comprend pas bien l'efficacité, le mécanisme par lequel eh bien, ça pourrait entraîner des régulations et des réductions d'utilisation. Ceci étant un aspect, il y en a bien sûr d'autres. Tiens, je reviens en arrière. Donc, ça c'est une
premier élément de réflexion sur l'aspect économique, sur les filières installées et sur les raisons qu'ont un certain nombre d'acteurs de continuer à, si vous voulez, à développer ces questions. Et donc, sur les nitrates, on a exploré en Loire-Bretagne cette question et on s'est posé la question suivante. Est-ce que les moyens financiers qui sont attribués, par exemple, pour lutter contre les nitrates, est-ce qu'ils sont efficaces, oui ou non? Et alors la réponse est apportée dans un document que vous pouvez aller consulter sur le site de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, un document d'évaluation qui montre que, en fait, comme pour visiblement les phytos, eh bien les nitrates, quand on finance des postes d'animation pour dire d'aller mettre moins de nitrates dans les sols, eh bien les prescripteurs ont eux un discours différent. En d'autres termes, d'un côté vous avez la morale qui dit, et le bon sens qui dit il faut en mettre beaucoup moins, et puis de l'autre côté vous avez les règles de la vente, du business, du commerce, et même de la promotion personnelle d'un certain nombre de personnes dont c'est le métier, qui dit il faut en mettre le plus possible. Donc ça c'est aussi un élément qui est extrêmement important dans la disons de cette politique qui est liée à la politique agricole et qui ne concerne pas seulement les agriculteurs, mais qui concerne un système agro-industriel qui reçoit au fond beaucoup d'argent public. Et donc il y a un certain nombre de mécanismes pervers qui conduisent à ça. Alors tout ça c'est tellement vrai que, par exemple, vous avez la construction de retenues de substitution. Et ça, c'est une revendication qui était lancée par la PCA au mois de septembre dernier, non, 2010, pardon, de construire et de financer des retenues de substitution, des retenues de production agricole, on peut dire, un peu intensive. Et donc, dans cet aspect-là, dans cette affaire-là, eh bien, il y a eu un plan d'adaptation de la gestion de l'eau à la création de retenues d'eau. Et ça, c'est un plan qui vient de sortir, là, il y a une semaine et demie peut-être, et qui dit que, eh bien, il y aura 40 millions de mètres cubes prévus, ça va coûter 120 millions d'euros, ce sera un financement public à 75%, les agences de l'eau apporteront autour de 75 millions d'euros, avec une limite à ne pas dépasser de 70%, et puis aussi le FEADER. Et quand on commence à calculer le coût de revient du mètre cube stocké, ben on arrive à 2,4 € du mètre cube. Et ça, c'est un chiffre qui est très faible pour des retenues dites de substitution, avec des géomembranes donc, et donc on peut penser que, un, ces retenues seront très grandes, et deux, peut-être qu'il ne s'agira pas seulement de retenues de substitution, mais qu'il s'agira aussi de retenues sur les cours d'eau, c'est-à-dire des retenues collinaires. Il y a une différence de philosophie entre Loire-Bretagne qui prône la substitution hors des rivières, et puis Adour-Garonne qui pourrait basculer ou aller plutôt vers des retenues sur les cours d'eau. Et d'ailleurs, dans le plan de gestion, dans ce document-là, tout à fait officiel maintenant, eh bien, l'ambiguïté semble être maintenue. Donc, pour en terminer, peut-être, avec ces affaires-là, eh bien, je dirais que on est dans une situation qui est dramatique. Quand on regarde le nombre de rapports très fouillés qui peuvent être du Conseil général du développement durable, de la Cour des comptes ou du Conseil d'État, le rapport Tinbergen, avec par exemple l'identification de la non-application du principe pollueur-payeur, par exemple, par rapport à l'azote,
Parce qu'il n'y a pas dans la loi de 2006 sur l'eau d'application d'une taxation sur l'azote. Donc tout ça c'est assez pervers, donc le rapport Tinbergen le préconise. Et puis on a d'autres obligations. Les obligations, c'est celle de la directive cadre sur l'eau, avec des principes de non-dégradation et aussi un principe de réduction des coûts de traitement de l'eau potable, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut faire des efforts en amont. Puis vous avez aussi cette belle ambition qui consiste à sauver 500 captages ou un peu plus les captages Grenelle. Mais en fait, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on rencontre énormément de difficultés pour mettre ces choses-là en œuvre. Et en particulier, des blocages. Il y a énormément de blocages et vous avez un rapport qui est extrêmement intéressant, c'est celui de Vincent Fray et de Patrick Brun, Conseil général de l'agriculture et l'alimentation des espaces ruraux, qui au fond fait un travail sur pourquoi ça n'avance pas et qui identifie toutes les causes de blocage. Eh bien, alors, Bernard, je te propose qu'on justement, il est prévu dans la première et également dans surtout la deuxième table ronde de regarder quels sont les blocages à une généralisation et un développement de pratiques respectueuses. Tu ne souhaites pas que je développe, d'accord. Je m'arrête là-dessus. Alors pour vous dire que, en tant qu'administrateur d'agence de l'eau, j'ai fini. Voilà, très bien. En tant qu'administrateur d'agence de l'eau Loire-Bretagne, alors on dit que c'est l'agence des agriculteurs. Hein. Alors effectivement, tous les jours on le sent. Hein. C'est le tiers du territoire national. Alors, la vraie question de fond, et ça va se discuter si j'ai bien compris, c'est comment, dans les agences de l'eau, on peut générer des politiques modestes par rapport aux 500 captages maintenant, pour protéger l'eau. Alors c'est vrai que là, il y a une piste importante, c'est la piste de l'agriculture biologique, mais il y en a qui veillent absolument à ce que ça ne se fasse pas ou que ce soit le plus modeste possible. Mais on en reparlera, donc si j'ai bien compris. Parfait. Merci beaucoup, Bernard Rousseau. Donc,